Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Obliger les allocataires du revenu de solidarité active à travailler, telle est la décision prise le 5 février dernier par le conseil départemental du Haut-Rhin et par son président Éric Stroman. Si la mesure n'est pas invalidée pour des raisons juridiques, les personnes au RSA dans ce département devront en effet travailler 7 heures par semaine pour continuer à toucher cette aide, pourtant initialement conçue comme un soutien durant les périodes de chômage prolongé ou en cas d'activité insuffisante pour vivre décemment. Qui a décidé du nombre d'heures et sur quels critères ? Alors, on en a discuté ensemble. C'est une moyenne de 7 heures qu'on souhaite. C'est approximatif ? Voilà, c'est ça. La logique d'une telle mesure est simple à comprendre. C'est considérer que les personnes sans travail et sans revenus sont responsables de leur situation. Mais alors que la France est confrontée à un chômage de masse qui dure de plus en plus longtemps et qui touche notamment très fortement les salariés en fin de carrière, cette idée est-elle encore pertinente ? Comment peut-on imaginer inverser le sens de la solidarité ? C'est l'interrogation d'Athédé Carmonde. Autrement dit, faut-il exiger une démonstration de civisme de la part de ceux qui sont au bout de leurs droits ? C'est la question qui est posée en fait et que je vous pose. Alors, j'ai entendu les déclarations d'Athédé Carmonde. Ils disent aussi que c'est inhumain. Pour rappel, le chômage touche aujourd'hui 3 600 000 Français, 5 500 000 si l'on ajoute les personnes exerçant une activité réduite, chiffre minoré du fait de toutes les radiations enregistrées. Près de 9 millions de Français vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Quant au RSA, il est perçu par 2 500 000 foyers. Face à ces chiffres et à moins d'avoir une très basse opinion des Français, il devient de plus en plus difficile de croire que la majorité des gens qui ne travaillent pas l'ont choisi. Nous avons des Français qui ont des poils dans la main, il faut le savoir. Qui, aujourd'hui, rêverait de vivre avec 524 € par mois, le montant du RSA pour une personne seule, sachant que dans beaucoup de grandes villes, cette somme ne permet même pas de payer un loyer. Le chômage est devenu structurel et ancré dans la durée. Culpabiliser les gens qui ne trouvent pas d'emploi, n'est-ce pas, pour les politiques, une bonne manière de se dédouaner totalement d'une situation qu'ils ont créée par des politiques économiques catastrophiques ? C'est votre manière de faire qui est questionnée par Athédé Carmonde. Si vous prenez par exemple la Drôme, depuis un mois, les allocataires du RSA peuvent faire du bénévolat de manière bénévole. C'est-à-dire que c'est l'inverse de votre démarche. Il a été décidé là-bas que si on était au RSA, on avait un accès prioritaire au bénévolat. C'est pas tout à fait la même chose ? Oui, enfin, si on n'a pas un minimum de contraintes, je vois pas comment le dispositif peut fonctionner. Car au-delà de ça, ce type de mesure n'est pas sans effet pervers. Pourquoi une collectivité locale s'embêterait à embaucher un salarié qu'il faut payer alors qu'elle peut faire travailler des gens gratuitement ? Obliger les allocataires à travailler, n'est-ce pas risquer de faire encore exploser le niveau du chômage ? N'est-ce pas aller à l'encontre de tout bon sens, là où il y aurait nécessité pour les politiques de trouver des solutions de fond pour que les gens ne soient plus obligés de vivre uniquement des aides sociales ? Sans doute. Mais trouver des solutions implique de connaître la situation réelle du monde du travail. Or, comment être surpris du décalage entre ces réalités et les propositions d'Éric Stroman ? Cet homme, ancien directeur de banque, a pendant des années cumulé les mandats de maire, vice-président d'agglomération, conseiller général, député, secrétaire départemental et membre de la direction d'un parti politique, sans oublier président d'une association départementale de tourisme. Il a depuis lâché la mairie pour devenir président de conseil départemental. C'est donc à lui que nous nous adressons. Monsieur Stroman, vous prétendez aujourd'hui donner des leçons aux Français. Mais depuis combien de temps n'avez-vous pas exercé un vrai travail ? Le 28 janvier dernier, le Sénat a adopté une proposition de loi relative à la sûreté dans les transports publics. La contestation est partie des réseaux sociaux. La Haute Assemblée qualifiée de rétrograde et de nombreux internautes protestant avec le hashtag harcèlement agissons et appelant les sénateurs à changer d'avis. En cause, l'amendement d'une députée socialiste au projet de loi contre la fraude dans les transports et pour la lutte contre le terrorisme. Un amendement qui ajoutait des mesures contre le harcèlement sexuel, mais jugé inutile par la majorité sénatoriale. Au passage, il supprimait un amendement consacré à la lutte contre le harcèlement sexiste. Une notion qui dépasse le seul cadre des agressions et atteintes à l'intégrité physique pour englober tous les commentaires, sifflements et autres interpellations lourdingues que d'aucuns peuvent imaginer sympathiques, mais qui donnent surtout aux femmes la formidable impression d'être considérées avant tout comme des morceaux de viande. En rejetant cet amendement accent sur le recensement, la prévention et la lutte contre ce phénomène, le Sénat envoie donc un bien mauvais signal tendant à légitimer des comportements parfaitement inacceptables. Mais si elle n'était pas problématique, cette décision pourrait faire sourire tant elle illustre le décalage total entre la vie quotidienne des gens ordinaires et la manière dont celle-ci est perçue par les sénateurs. En 2015, une enquête réalisée auprès de 600 femmes résidant en banlieue parisienne démontrait que 100% d'entre elles avaient dû subir ce genre de comportement. Visiblement, ce n'est pas suffisant pour que le Sénat intègre cette réalité.
Mais après tout, comment s'en étonner lorsque l'on observe la composition de cette chambre absolument pas représentative de notre pays ? Chambre où la moyenne d'âge est de 62 ans, dont seulement 25% des membres sont des femmes, où 76% des sénateurs cumulent les mandats électoraux et qui compte dans ses rangs seulement un ancien ouvrier et un ancien employé. À ce compte-là, on imagine que peu de sénateurs ont récemment eu l'occasion de se faire harceler dans le RER. Au final, qu'est-ce que le Sénat ? Une structure législative non élue directement, stade ultime de la reproduction des élites, permettant à une petite clique de politiciens professionnels de finir leur carrière à l'abri du besoin. À l'heure où la régénération démocratique de notre pays apparaît comme une nécessité, peut-être faut-il se poser la question de la conservation de ce vestige d'une autre époque, sans doute bien moins utile aux gens qu'une loi les protégeant du harcèlement. Et tout de suite, notre séquence, le reste de l'actualité en 1 minute 38 à peu près. Le gouvernement vient de lancer une campagne anti-conspi via un site internet qui entreprend de nous expliquer que nous sommes manipulés et de nous donner des clés d'esprit critique. Outre le fait que cette campagne est passablement méprisante à l'égard des millions d'internautes qui savent s'informer et faire la part des choses, le rôle du gouvernement n'est-il pas, plutôt que de faire des vidéos à la ramasse avec des youtubeurs payés pour l'occasion, de faire en sorte que le pays aille mieux ? Si la collusion média-politique était moins évidente et si l'on avait moins l'impression qu'ils se foutent de notre gueule, il y aurait peut-être moins de théories du complot. Le gouvernement devrait peut-être commencer par là. Rebondissement dans l'affaire du déraillement de train à Brétigny qui avait fait 7 morts en 2013. Selon le Figaro, la fissure en cause aurait été repérée au cours des opérations de maintenance en 2008, alors qu'elle ne mesurait que 2 cm. Si les agents ayant donné l'alerte avaient été écoutés, la catastrophe aurait pu être évitée. L'occasion de rappeler que les infrastructures publiques ne fonctionnent que quand on y met les moyens. Mais évidemment, dans un contexte où les gouvernements successifs réduisent les effectifs et les moyens de la SNCF dans le but de montrer que cela ne fonctionne pas et ainsi la privatiser, peu de chances que cela serve de leçon. Quand on veut piquer son chien, on dit qu'il a la rage. Tambouille médiatique, Claire Chazal attaque TF1 en justice. L'ancienne présentatrice du 20h le plus regardé de France, débarquée de la chaîne après 24 ans de bons et loyaux services, a porté l'affaire devant les prud'hommes pour licenciement abusif. Selon l'Express, la mieux payée des présentatrices, avec ses 120 000 € mensuels, réclame aujourd'hui plus d'1 million d'euros de dommages et intérêts à la chaîne. À tous les gens qui se font licencier abusivement par des grosses boîtes en ce moment, vous saurez qu'on n'est pas tous égaux devant les indemnités chômage. Justice enfin, ce lundi s'ouvrait le procès pour fraude fiscale et blanchiment d'argent de Jérôme Cahuzac. En décembre 2012, le site Mediapart révélait que celui qui était alors ministre du Budget dissimulait 600 000 € sur des comptes en Suisse et dans divers paradis fiscaux. Niant en bloc dans un premier temps, et en détail, il avait fini par avouer la fraude ainsi que d'importantes sommes d'argent versées par des laboratoires pharmaceutiques. Jérôme Cahuzac, le nom restera à jamais lié à la fraude fiscale. Mais derrière l'ancien ministre du Budget et sa brillante ascension politique se cache un autre parcours, celui du médecin. Cette affaire de fraude fiscale et de rémunérations occultes avait provoqué un véritable scandale, d'autant plus retentissant que le ministre s'était fait le champion de la rigueur budgétaire imposée aux ménages, en même temps que la lutte contre l'évasion fiscale. il me semble qu'au sommet de Londres comme au sommet de Pittsburgh, le président de la République avait indiqué que la lutte contre les paradis fiscaux était une priorité absolue. Est-ce que c'est toujours une priorité absolue ou est-ce qu'il a encore une fois changé d'avis ? Le cas Cahuzac soulève de vrais problèmes. En effet, l'évasion fiscale coûte entre 40 et 60 milliards d'euros chaque année à notre pays, des sommes détournées de la collectivité au profit de quelques-uns. Par ailleurs, l'affaire met en lumière certaines pratiques malheureusement trop fréquentes au sein de la classe politique. Prise illégale d'intérêt, favoritisme, cas de corruption avérés, dont les auteurs ne sont que rarement inquiétés par la justice. Parmi ces pratiques de plus en plus fréquentes, une confusion des genres entre public et privé, posant la question des conflits d'intérêts. Cahuzac, par exemple, fut conseiller du ministre de la Santé de 1988 à 1991, avant de fonder sa propre clinique spécialisée, puis une société de conseil aux firmes pharmaceutiques. En 1997, Jérôme Cahuzac reprend les chemins de la politique et devient député. Derrière lui, un parcours de médecin pour le moins atypique, celui d'un chirurgien général devenu médecin esthétique. Un conseiller ministériel du médicament qui travaille par la suite comme consultant pour les laboratoires pharmaceutiques. En médecine aussi, Jérôme Cahuzac n'a pas peur des contradictions. Un cas loin d'être isolé. On pourrait citer François Pérolle, devenu président de la Banque Populaire Caisse d'Épargne après avoir été conseiller économique de Nicolas Sarkozy. Ou encore Emmanuel Macron, passé de l'inspection des finances à la gestion de la banque d'affaires Rothschild avant de finir ministre de l'économie. Cette pratique consistant à passer des conseils d'administration privés à la politique et inversement se nomme dans le jargon pantouflage ou pratique des portes tournantes.
Elle pose clairement la question des conflits d'intérêts. Qui ces personnes servent-elles vraiment? Leurs électeurs ou leurs employeurs? Bien sûr, il ne s'agit pas ici de crier au tous pourris, après tout, le système est fait comme ça. Mais peut-être, justement, est-il temps de changer les règles du jeu en n'oubliant pas que, quelle que soit la confiance que l'on accorde aux politiques, la confiance ne doit pas exclure le contrôle ni la possibilité de sanctionner sévèrement ceux qui abuseraient de leur position. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et à liker la page. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Fil d'Actu. Salut et à la semaine prochaine. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger